Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala sharaf al-Mursalin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ikhwani Akhawati, nous nous inscrivons donc dans, dans le deuxième épisode, on va dire, de la série intitulée Création des entreprises ou comment créer son entreprise. Alors dans un contexte où effectivement en France la fiscalité devient de plus en plus compliquée, des marches sont en train de soulever les populations, espérons que ce ne soit pas un mai 68 qui va se mettre en place, mais des masses se soulèvent à Paris, à la capitale, et dans d'autres villes de France, et un peu en Europe, dans l'ensemble, pour décrier un peu le niveau de fiscalité extrêmement élevé, extrêmement pénible que subissent les Français et les Françaises d'une manière générale, et notamment les entreprises. Donc moi, mon rôle à moi, c'est de rester dans le contexte des entreprises, pas forcément dans l'individuel ou dans le particulier. Alors la première séance que nous avions tenue, c'était comment créer son entreprise du point de vue faisabilité d'une manière générale, et là aujourd'hui nous allons un tout petit peu en parler de manière un peu plus approfondie. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai rencontré des collègues, des collaborateurs d'une association de Toulouse qui sont à la tête d'une école musulmane de Toulouse qui s'appelle Al-Badr, ma foi, et qui fait la fierté des musulmans de la région de Toulouse. J'étais approché par l'un d'eux, me disant que nous avions des frères et des sœurs qui voulaient monter des entreprises dans la région de Toulouse, mais qui ne connaissaient pas parfaitement le processus, qui ne maîtrisaient pas parfaitement le processus. Notre rôle aujourd'hui, c'est de contribuer un peu à éclaircir la situation et à donner quelques éléments d'appréciation. Je ne vais pas trop tarder, ça va prendre que quelques minutes, simplement pour vous dire que les choses que nous mettons, les entreprises, quand on veut les créer, il faut démarrer par étapes. Hein. Comme Allah Azza wa Jalla avait créé le Kawn en 6 jours, c'était simplement au moment où Amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun, comme disait le Nabi sallam, Amruhu bayna al-kafi wa an-nun. C'est-à-dire tout simplement que Allah a créé les 6 cieux, les 7 cieux et la terre en 6 jours, c'est pour inculquer à l'individu la logique des étapes. Tout se fait par étapes. Comme il a créé aussi le Janin, l'embryon, en 9 mois, il aurait très bien pu faire comme certaines races animalières, créer un bébé au bout de 15 jours. Mais non, c'était en 9 mois, etc. Donc c'est simplement pour inciter l'individu à se poser la réflexion, de se dire, si Allah a fait tout ça de cette manière-là, c'est que nous aussi également, nous devons respecter la logique des étapes. Donc dans la vie de l'entreprise, la logique des étapes est très importante. Roustov, qui était un chercheur russe de son temps, avait appelé ça les étapes ou les échelles de Roustov concernant la vie de l'entreprise qui était sous forme d'escalier, puis après une stabilité, et ça retombait, donc la hiérarchie de Roustov. Une vie d'entreprise, c'est exactement comme la vie d'un être humain. Donc, à partir de là, on peut savoir que parmi les premières étapes de la création d'une entreprise, il va falloir poser l'idée de création. Quelle est l'idée, quel est le projet dans lequel je vais me lancer? Et c'est aujourd'hui autour de ce thème que nous allons en parler très brièvement. Alors, d'abord, sous quelle forme constituer son entreprise et quel est le but ou l'objet précis de cette entreprise? Il faut savoir qu'au niveau de l'INSEE et des chambres de commerce et du tribunal de commerce et du greffe du tribunal de commerce, il y a ce qu'on appelle les codes APE, ou les codes NAF pour certains, c'est hiérarchiser toutes les activités selon une certaine classification. Donc je cite un exemple, si vous faites boucherie, vous ne pourrez pas faire boucherie architecte par exemple, ou boucherie et réparateur de pneus. Non, vous pouvez faire qu'une activité qui relève d'une branche particulière. On ne cumule jamais de code APE. Voilà, ça c'est la première idée. Donc la première logique, c'est de regarder un peu sur Google. Nous avons certainement les codes APE qui sont très largement diffusés, et de regarder dans quelle catégorie d'APE, de code APE, je peux m'impliquer. Ensuite, quand j'ai cette idée de projet qui est là, je m'inscris dans cette logique de recherche, quelle forme d'entreprise, sous quelle forme d'entreprise, sous quel régime fiscal je vais lancer mon entreprise. La logique étant de payer le moins d'impôts avec une rentabilité, un gain, ma foi, assez plus rapide. Cela fera l'objet d'un autre thème également. Aujourd'hui, nous restons, comme on l'avait dit, toujours dans l'introduction de l'entreprise. Donc, à partir du code APE, je me lance dans le maintien ou dans disons, dans l'idée de création de cette entreprise dans un objet social, on appelle ça l'objet social, le but ou l'activité de cette entreprise, ça s'appelle l'objet social, bien précis, bien défini. Il ne doit pas déborder, il peut y exister dans certains statuts constitutifs quelques articles, quelques clauses complémentaires à l'objet social qui essaient de l'élargir un peu, mais on reste toujours dans le contexte précis. Ensuite, quand j'ai cette idée-là, avant de commencer les formalités au niveau du CFE, au niveau du greffe du tribunal de commerce ou de la chambre des métiers,
Je vais bien entendu faire, même pas forcément en faisant appel à un cabinet d'expertise comptable ou un cabinet de juriste, mais je peux le faire à mon échelon individuel, très personnalisé, faire ce qu'on appelle une mini-étude de marché. Alors une étude de marché, c'est quoi? Elle consiste en 3-4 points, hein, très, très facile. Qu'est-ce que j'ai comme apport personnel? Si je dois faire des emprunts bancaires, quoique moi je ne validerai pas les emprunts bancaires parce que nous en tant que musulmans, l'usure riba haram, la yajouz, c'est une gravité d'ailleurs, c'est parmi les c'est pas le mubirat, c'est pas le kabair, donc de préférence parler d'apport. Ensuite, quand j'ai cette question qui est réglée, un apport personnel ou un apport associatif. De telle manière à être sous forme d'associés, 3 à 4, et chacun d'entre nous va ramener un petit chouïa, un petit quelque chose pour constituer d'abord cette entreprise. Deuxième point dans une étude de marché, c'est de faire ce qu'on appelle une étude de clientèle. Les segments clients sur les marchés sur lesquels je vais mettre un effort. Si je suis une sandwicherie, donc je sais ce que c'est. Si je suis une boucherie également. Si je suis une entreprise d'expertise comptable ou de marketing, même chose. Si je suis une société qui va construire des avions, pourquoi pas. Donc je connais quels sont. Je vais cibler ma clientèle ou ma future clientèle. On appelle ça la clientèle potentielle. Donc là, ça dépend. Il y a des clients de passage, il y a des clients permanents, il y a des clients locaux, il y a des clients régionaux, il y a des clients nationaux, il y a des clients mondiaux. Tout récemment, une entreprise, parmi lesquelles je gère moi-même, a lancé effectivement l'idée de percer le marché chinois avec un article particulier. Eh bien, écoutez, la Chine, c'est 1 milliard d'individus. N'oublions pas, si on arrive à percer ce marché et que j'ai une clientèle potentielle d'1 milliard, c'est que j'ai vraiment réussi mon coup. Donc là, il faut d'abord, en second plan, étudier un peu l'aspect clientèle. Et enfin, en dernier point, l'aspect fournisseur. Alors, est-ce que le produit que je vais vendre ou la prestation que je vais présenter, je vais dépendre de certains produits, de fonctionnalités, de logistique. Et ces produits-là, est-ce qu'ils sont concurrentiels ou non? Si je dépends d'un fournisseur qui détient le marché, qui m'impose ses prix, ma foi, je suis un peu coincé. Donc, il faut faire attention. Si par contre, j'ai des fournisseurs qui peuvent, ma foi, faire une certaine bagarre des prix proposés, j'aurai moi-même un choix et donc plus ou moins équilibrer ma balance en termes de charges et de produits. Donc là également, avant de se lancer dans la création d'entreprise, voir un peu l'aspect fournisseur. Au niveau des fournisseurs, qu'est-ce que je pourrais gagner, entre guillemets, sur le marché fournisseur? Alors s'il y a une multitude de fournisseurs, j'ai tout à gagner. S'il y a monopole de fournisseurs, là, imaginons que demain, ce fournisseur unique, qui me fournit un produit unique et indispensable pour mon activité, venait à se mettre en liquidation. Eh ben, moi, je suis obligé de fermer. Donc là, il faut faire attention à ce point-là. Et tout à fait dernier point, dans cette mini-étude de marché, de voir un peu l'aspect équipement, ou l'aspect matériel dont j'aurais besoin, hormis l'aspect financier dont j'ai parlé en introduction. Ça, c'est pour la constitution du capital, pour ouvrir un compte bancaire, etc. Mais après, voir tout ce qui est en matière d'équipement. Je cite 2-3 exemples. Il y a des entreprises pour lesquelles l'équipement, ma foi, vaut pratiquement zéro, ou très peu, parce que ce sont des entreprises de prestation de services. Une société de gardiennage, par exemple, il n'y a aucun équipement, absolument rien, parce qu'elle va fonctionner sur le turnover du personnel. Ils vont essentiellement fonctionner sur la gestion des ressources humaines. On prend une entreprise de télémarketing également. Ils ont à financer une dizaine de téléphones, de combinés téléphoniques qui coûtent 200 € et c'est tout. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipements à mettre en place. Par contre, si demain je suis entreprise de transport public, là, il va falloir effectivement, ou une auto-école, si l'échelon est plus bas en termes d'entreprise, il va falloir que je vois avec mes fournisseurs pour faire ce qu'on appelle un étalement de ces équipements, du paiement ou un échéancier du paiement de ces équipements qui figurerait sur le bilan. Donc voilà les quelques éléments sur lesquels l'individu peut déjà lancer sa réflexion. Dernier conseil pour aujourd'hui, je vous ai dit ce serait des petites séances très courtes parce que je souhaiterais que les gens retiennent un peu ce que je suis en train de dire. Si je vais dans des discours de 3 heures, on ne pourrait pas beaucoup retenir ce que je suis en train de dire. Mais simplement, ce que je rappellerai, c'est que dans cette phase de réflexion, ne prenez pas trop de temps. Ne prenez jamais trop de temps, parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit, c'est ce qui est reconnu, hein, financièrement parlé. Mais en même temps, d'un autre côté, si vous hésitez à vous lancer,
un partenaire à côté, lui n'a pas hésité. Et à ce moment-là, la part de marché qui va vous reprendre à vous, ce sera une perte. Même si vous vous lancez plus tard, ce sera une perte de clientèle que vous allez avoir. Donc si vous réfléchissez encore, vous hésitez, d'autres ont le courage de ne pas hésiter. Et j'en ai vu, dans ma carrière, j'ai vu des cas comme ça. Donc moi, ce que je vous recommande, réfléchissez vite et bien, et lancez-vous, ayez le courage de vous lancer, parce que rester en arrière et puis commencer à ruminer, à réfléchir, faire, ne pas faire, etc., là j'ouvre l'opportunité peut-être à d'autres qui vont venir me prendre ma part de marché et je ne pourrai plus jamais réagir par la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais résumer la situation à cette réflexion de lancer l'idée de création, les premières étapes. Les prochaines séances, nous irons un peu plus loin, dans des manières un peu plus ponctuelles. Et pour ceux et celles qui nous suivent, n'hésitez pas à garder une feuille et un stylo sous la main, peut-être pour prendre note de ce que j'aurai à vous expliquer plus clairement. En attendant, si réaction ou questions particulières ou pointues vous traversez l'esprit, vous pouvez nous joindre sur radio.tvlive@yahoo.fr, radio.tvlive@yahoo.fr. Vous laissez vos commentaires en bas de la vidéo qui sera diffusée sur Dar Iman. En attendant la prochaine rencontre, wa hayyikum bi tahiyyatil islam wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.